Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Cette épée qui symbolise désormais les points forts de ma vie, la famille, l'expérience concentrationnaire indélébile, mais aussi la réconciliation des peuples et des hommes, la justice, la santé, l'espérance européenne, dont j'ai souhaité que la devise s'entrelace à celle de notre pays. Cette seconde citation est tirée des remerciements au président Chirac lors de la remise de l'épée de Simone Veil, très probablement le 15 mars 2010. Et on aura reconnu la première de ces citations qui est due à Jean d'Ormesson dans son discours du 16 mars 2010 quand il reçoit à l'Académie française Simone Veil. Nous vous aimons, madame. C'est l'intitulé qui a été choisi pour la grande exposition qui va se tenir, on ne sait pas exactement quand, mais on espère fin mai, à l'Hôtel de Ville de Paris. Mais d'ores et déjà, nous disposerons de deux ouvrages. Le premier ouvrage est un petit livre en volume, Simone Veil, Pensée libre, choisi et présenté par Olivier Rosenberg. Et le second de ces livres, c'est le catalogue de l'exposition Nous vous aimons, madame, Simone Veil, 1927-2017. Olivier Rosenberg est aujourd'hui mon invité. Il est professeur à Sciences Po, comme on dit, au Centre d'études européennes, enfin il est chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparée. Il est spécialiste de la vie politique française et européenne. Et c'est lui qui a choisi et présenté les citations de Simone Veil qui figurent dans ce librio. Il est aussi le co-commissaire de l'exposition, qui est une exposition en partenariat Ville de Paris, Archives nationales. La seconde commissaire étant Constance de Golmine, qui est conservateur du patrimoine aux Archives nationales et qui est responsable du très important fonds Simone Veil. Elle avait déjà réalisé une exposition que nous avons été nombreux et nombreuses à voir sur les grilles du Panthéon en 2018, quand Simone et Antoine Veil ont fait leur entrée au Panthéon. Donc, quel est le principe de cette exposition et donc du catalogue ? L'exposition, bonjour Annette, l'exposition c'est un hommage rendu à Simone Veil, ce qui est finalement assez rare du point de vue des grandes expositions consacrées à une femme, un homme politique qui vient de disparaître, qui date pas d'il y a plusieurs décennies. Donc le principe de l'hommage consiste à retracer sa vie, avec un ordre chronologique auquel on peut s'attendre, surtout tous les gens qui ont lu ses mémoires, et à mettre en avant des pièces d'archives issues principalement des archives nationales, mais pas seulement, et donc de montrer pas seulement des photos, pas seulement des vidéos, mais de montrer des documents qu'elle a pu produire, signer, annoter tout au long de sa vie. Alors, il faut dire qu'il y a deux types d'archives. Il y a les archives publiques générales, puisqu'elle a été une femme politique. Donc, un certain nombre de pièces qui figurent dans l'exposition sont dans divers fonds des archives nationales, mais surtout, de son vivant encore, et du vivant d'Antoine, ils ont déposé tous les deux leurs archives aux archives nationales. Est-ce que vous pouvez dire deux mots de ce fonds, du fonds Simone Veil ? Donc ce qu'on appelle les archives privées, même si elles appartiennent maintenant au public, à l'État, c'est des archives privées parce que c'est le don personnel et volontaire de Simone Veil, enfin les dons, puisque Antoine a fait aussi le sien.
Ce qui est très marquant, c'est qu'elle commence à conserver des papiers, des documents, j'allais dire dès le retour de la déportation. Donc on a des documents très anciens, des lettres de 1945, de 1946. Donc elle n'a pas commencé à archiver avec la célébrité comme pour certains. Et puis, me semble-t-il, elle garde beaucoup de choses, quoi. Elle garde beaucoup de choses, des lettres, des petits badges, vous savez, qu'on a en conférence, des brouillons de discours, etc. Est-ce que donc vous c'est un avez fond une très riche. idée, vous qui, depuis maintenant 2 ans à peu près, vivez quasiment avec Simone Veil, dans l'intimité de ses écrits, de ses photos, des films qui ont tourné, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'elle ait comme ça gardé tellement de choses? C'est compliqué. Ce que je peux vous raconter à ce sujet, c'est ces albums de photos de famille que ses fils nous ont prêtés pour l'exposition. Et il y a, au début de l'album des photos d'enfance à Nice, à la fin de l'album des photos avec ses enfants petits, comme on a tous dans nos albums de famille. Et au milieu, elle a mis des photos des camps où elle est allée. Des photos du petit camp à côté d'Auschwitz où elle était. Ce sont des photos historiques. Bon, Les photos de Bobrek. De Bobrek, pas d'elle, mais de prisonniers. Et puis les photos d'une stèle commémorative à Bergen-Belsen. Et donc, visiblement, dans cet album privé, dans son histoire privée, Simone Veil voulait mettre ces traces-là d'un passé qu'on n'a pas laissé beaucoup, comme Et vous d'un savez. passé surtout qui n'a laissé aucune photo Tout à de fait. toute la période de la déportation. Aucune photo directe. Et le peu qu'elle pouvait avoir indirectement, elle voulait le collecter. Donc je pense que dans ce rapport à l'archive, il y a un peu ça, une façon de retenir quelque chose qui a disparu, quoi. Alors, dans l'épée, enfin, sur l'épée, quand elle décrit son épée, en fait, elle synthétise en très peu de mots ce qui est pour elle important. Et elle commence par la famille. Et elle commence toujours par la famille. Vous avez plusieurs citations sur la famille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa famille et qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition sur sa famille? Alors, sur la famille, c'est vraiment... c'est un fil rouge de sa vie, y compris dans les années 70, à un moment où la famille est un peu moins dans l'air du temps. On a un peu de mal à se remettre dans ce contexte-là, mais il y a un moment où la famille est vraiment has-been. Elle, qui participe de la dépénalisation de l'avortement, etc., peut être vue dans cette mouvance féministe, etc. Et dès cette époque-là, elle insiste dès qu'elle peut, dans tous ses discours, dans sa politique même en tant que ministre, pour dire la famille est le ciment de notre société. Et ça, c'est très très fort chez elle. Elle parle beaucoup de sa mère à plein d'occasions dans sa vie. Sa mère, c'est vraiment la matrice, quoi, l'a marquée pour le restant de ses jours. Et puis, elle a elle-même reconstitué une famille, donc elle perd sa famille en grande partie pendant la guerre, et elle en reconstitue une très vite, à la fois en étant adoptée par la famille de son mari Antoine, et puis en ayant des enfants très très vite, 2 ans après les camps, elle est maman. Alors, il y a un certain nombre de documents dans l'exposition, et vous le rappelez aussi dans le Librio, autour de ses premières activités professionnelles. C'est-à-dire Simone Veil avant Simone Veil, si je puis m'exprimer ainsi, comme magistrate. Et vous pointez quand même qu'elle a un rôle aussi de législateur, je pense des législatrices, sur la famille. Sur quel point? Bien, dans les années à partir de 62, je crois, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, ou un peu après, elle est au bureau du ministère de la Justice, chargée de préparer les textes pour le ministre. Et se met en branle à cette époque-là un chantier de modernisation du Code civil. Donc on est encore sous De Gaulle, donc c'est une modernisation mesurée, légère.
Mais tout de même, donc sur, par exemple, la possibilité pour les femmes d'être sur un pied d'égalité avec le mari dans l'autorité sur les enfants, l'autorité Alors, parentale. vous notez qu'elle aime les mots exacts. Oui. Donc, elle fait retirer autorité paternelle et remplacer effectivement par autorité parentale. Oui, oui, oui. Donc on a trouvé les brouillons des textes préparatoires de la législation. On la voit biffer ça dans la marge et j'imagine un peu rageusement, après tout, j'en sais rien, mais... Elle pouvait être rageuse, je oui, crois. Donc on sent une certaine autorité. Et puis ses fils racontent que quand les femmes ont été autorisées à ouvrir les comptes en banque, le banquier ne voulait pas lui faire et qu'il a eu affaire à elle parce qu'elle faisait valoir ses droits, quoi. Il y a son œuvre législative aussi, enfin, pas son œuvre législative, son œuvre de préparation de la législation sur l'adoption. Oui, alors ça c'est sa grande affaire, y compris parce que le chantier était pris en main par un juriste, le doyen Charbonnier, et que ce monsieur voulait pas tellement, avait des scrupules personnels sur la question de l'adoption. Et donc c'est vraiment elle qui a été chef de file pour préparer le changement législatif majeur des années 60 et soutenue là-dessus par le général de Gaulle. On a trouvé dans les archives des mots du général de Gaulle soutenant dans une certaine mesure le chantier de l'adoption. Et donc c'était aussi une époque marquée par l'affaire Novak sur un petit qui était réclamé par ses parents biologiques, quoi. Simone travaille beaucoup cette question-là avec les associations et c'est une clé pour comprendre sa réussite en tant que ministre. Parce qu'elle arrive ministre, elle n'a jamais fait de politique. Par contre, elle sait comment fonctionne un Parlement. Et puis, elle sait que pour légiférer, il faut d'abord voir les associations, il faut écouter les gens, il faut être patient en amont, puis décider en aval. Tout ça, elle l'a vécu comme haut fonctionnaire. Et on a retrouvé un mot du ministre de l'époque assez drôle, puisqu'il reconnaît la maternité de Simone Veil sur la loi. Sur la loi. Alors, ça nous a un peu éloigné de sa famille d'origine. Elle est née à Nice. Quel type de famille ? Elle naît donc chez les Jacob, qui est une famille donc qui sont 4 enfants. Le papa est architecte, épris de culture classique. C'est une famille où on transmet ces valeurs-là, le goût de la littérature. Ils ont l'air assez heureux à Nice. Les affaires du père sont pas florissantes. Oui, parce qu'il a quitté en fait Paris en espérant que la Côte d'Azur, qui est un concept nouveau, lui permettra de s'épanouir dans son métier d'architecte. Oui, ce qui est un petit peu le cas visiblement au début. Ils ont même une résidence secondaire à La Ciotat, quelques centaines de kilomètres de Nice, où ils vont en vacances le week-end. Ils vont au ski aussi, ils pratiquent donc des loisirs assez bourgeois, mode de vie assez bourgeois, mais dès les années 30, les affaires périclitent. Alors vous notez aussi, il y a toute une série de documents sur André Jacob, et on voit donc, on verra dans l'exposition, mais on voit déjà dans le catalogue que c'est un ancien combattant de 14-18, que pour lui cette expérience est une expérience vraiment importante, et qu'il fait partie de ce qu'on appelle parfois les Israélites, c'est-à-dire de ces Français d'origine juive qui ont perdu, pour un certain nombre d'entre eux, toute pratique juive et qui sont animés d'un patriotisme excessivement sourcilleux. Donc, quel est le rapport de Simone Veil à sa judéité ? Simone Veil a dit en plusieurs occasions que s'il n'y avait pas eu la guerre, elle ne se serait pas spécialement sentie juive, voire pas du tout. Et vu le récit qu'elle fait de son enfance, ça semble assez juste. Donc c'est une famille qui est très très, très loin du judaïsme. Si ce n'est, comme souvent, que cet André Jacob, tout éloigné du judaïsme qu'il soit, a épousé une juive. Qui reste une endogamie à la fois de milieu social et que Simone aussi se mariera avec Antoine, qui a un
profil un peu analogue au sien. Et puis Denise, sa sœur, elle aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exogamie chez les filles. Et Milou aussi, la sœur qui décède en 52, elle aussi. Oui. Donc il reste... l'endogamie va subsister à la génération de Simone. Il y a ça et la culture, du point de vue de l'analyse qu'en faisait André Jacob et sa fille Simone. Ce goût du livre, ce goût de l'écrit, cette façon de prendre ça au sérieux, d'aimer les classiques, de leur point de vue, je ne sais pas trop ce que j'en pense, mais de leur point de vue, il y a quelque chose de très lié au judaïsme. Mais alors avec les auteurs classiques de la culture franco-française, j'ai envie de dire, c'est avec Maupassant. Vous reproduisez dans l'exposition la liste que sa mère envoie à une de ses amies de choses dont elle va avoir besoin pour ce voyage, dont elles ne savent finalement pas grand-chose, parce qu'elle n'aurait pas fait cette liste-là si elle avait imaginé ce qu'était à Auschwitz. Oui, je l'ai là sous les yeux, c'est vraiment très émouvant. Donc elle est prisonnière dans un hôtel-prison à Nice, près de la gare, l'Excelsior, pendant une semaine. Et elle écrit à ses meilleures copines pour avoir des couvertures. Et elle ajoute une Bible, les Fables de La Fontaine, 2 tomes de Molière, du Racine, Pascal et quelques autres livres. Donc la révérence envers la culture classique est là. Oui, avec quand même la Bible. Et oui. Et puis aussi l'ignorance de leur sort. L'ignorance de leur sort. C'est sûr. Absolument. Alors, vous avez noté la présence au milieu de l'album, comme une sorte de bissectrice finalement, de ces photos et du petit camp de Bobrek et de la stèle de Bergen-Belsen. C'est-à-dire, en fait, les 2-3 camps, quoi. Elle a d'abord été à Birkenau, ensuite à Bobrek, et enfin, après un petit périple, à Bergen-Belsen. Donc, dans un sens, en notant ce fait, vous assignez à la déportation un rôle aussi matriciel que celui de sa mère. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Vous donnez beaucoup de citations extrêmement intéressantes. Oui. J'ai du mal à vous répondre parce que les deux sont liés pour Simone Weil. Est-ce que vous pouvez réexpliquer aux auditeurs ? Donc sa mère, elle est déportée avec sa mère et une de ses grandes sœurs. Et Madeleine, dite Milou. Madeleine, dite Milou. Donc elles sont déportées toutes les trois. Et au bout d'une année, sa mère va mourir d'épuisement, de typhus à Bergen-Belsen à un mois de la libération. Donc notamment à la fin de sa vie, Simone Weil reparle beaucoup de ça. En plus, elle a des responsabilités mémorielles. Et c'est un peu la même chose. Parler du traumatisme de la déportation et parler de sa mère, puisque sa mère est morte là-bas. Et d'ailleurs, elle insiste beaucoup sur la bonté de sa mère, en général, sa personnalité, mais elle souligne que cette bonté s'était manifestée pendant la déportation, dans son incapacité à défendre sa soupe ou sa couverture. Ça revient souvent. Et elle insiste aussi sur une sorte de dureté qui était la sienne dans les camps et dont elle pense que ça a aidé à la survie de sa mère et de sa sœur Madeleine, qui ressemblait beaucoup physiquement et peut-être aussi moralement à sa mère. Oui. Mais quand je vous posais cette question, c'était aussi pour que on essaye de comprendre comment cette expérience a eu des conséquences sur ce qu'a été son travail. On a évoqué son action au ministère de la Justice quand elle s'occupe en fait, disons en gros, d'affaires familiales, l'adoption et la révision du Code civil. Mais avant, elle commence à travailler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel va être son premier travail ? Oui. Alors d'abord, il faut dire quand même qu'elle gagne le droit de travailler. Oui, donc elle travaille pas tout de suite parce qu'elle a ses enfants. 3 enfants, très 3 vite. 3 enfants en quelques années.
Et puis bon, l'épisode est connu, son mari veut pas qu'elle travaille, et elle impose ça vraiment de toutes ses forces, avec un compromis qui est qu'elle ne sera pas avocate, mais magistrate. Et la magistrature a été ouverte après la Deuxième Guerre mondiale aux femmes. Et là, elle choisit la pénitentiaire, donc l'inspection des prisons. Ce qui veut dire que concrètement, physiquement, toutes les semaines, elle va en prison. Elle va en prison à Paris et puis en province aussi pour des inspections. Et puis on en reparlera peut-être aussi en Algérie. Donc cette femme qui avait été prisonnière 10 ans plus tôt retourne en fait sur des lieux de prison. Alors certes, c'est pas des camps de concentration, mais les prisons de la France des années 50 sont très dures. Elle les décrit dans son autobiographie Une vie comme avec des scènes moyenâgeuses, etc. Donc là, si vous voulez, là c'est assez évident. Il y a d'autres choses où plus tard, quand elle est une femme politique, on dit tiens, ça doit être lié à la Shoah, mais en fait, on n'est pas tout à fait sûr. Là, le fait d'aller en prison 10 ans après, et de faire tout ce qui est possible à l'époque pour améliorer le sort des prisonniers et surtout préserver. On a l'impression que c'est une obsession de Simone Veil qui court tout au long de sa vie, préserver leur dignité. Oui. Et c'est pas Michel Foucault. Bon, déjà, c'est 15 ans avant. Et puis, je suis pas sûr que Michel Foucault aurait été le genre d'auteur qu'elle aurait apprécié. Je crois qu'elle a eu des propos positifs sur lui, Foucault, je crois. Bon. Mais le but, il n'y a pas un projet politique d'abolition de la prison derrière ça. Hein. L'obsession, c'est la dignité, quelle que soit la situation. Je dis ça parce qu'il y a des témoignages qui disent qu'elle pouvait être assez sévère dans les jugements de libération, de peine, etc., qu'elle n'était pas du tout laxiste. Par contre, on n'humilie pas quelqu'un, quoi qu'il ait fait. Et d'ailleurs, tout à fait à la fin, au moment... Enfin, je fais un grand saut chronologique. On retrouve une thématique un peu analogue quand elle est donc pour la seconde fois ministre et qu'est apparu le sida. Et on a le sentiment que dans le soin et l'intérêt qu'elle porte aux malades du sida, il y a exactement le même genre. Quelle est son action sur le sida? Il y a quelque chose aussi dans l'exposition. Oui, il y a deux choses. Et d'ailleurs, aussi quelques citations dans votre librio. Oui, parce que c'est très frappant. Il y a deux choses. D'abord, il y a un médecin qui lui dit... présente les chiffres de mortalité et qui distingue les toxicomanes des vrais malades ou des vrais morts du sida. Et là, elle le reprend tout de suite en disant « je ne fais pas de distinction entre les morts ». Donc c'est une façon de défendre aussi la dignité des gens furtiles toxicomanes. L'autre chose, c'est qu'elle va... Et l'unité de l'homme, de l'humanité. Ah, oui, totalement. Qu'on retrouve dans plein de choses. Et bon, après, elle va, pour les besoins d'un journal télé... voir des malades à l'hôpital et du sida, et leur maigreur cadavérique lui évoque les camps. Et là, elle craque complètement, cette femme qui craquait visiblement peu, elle fond en larmes, elle annule l'entretien, et elle revient 5-6 fois alors qu'elle est ministre, et anonymement, enfin sans les projecteurs, pour discuter avec les malades. Et là, c'est exceptionnel, quoi. Personne ne fait ça. On ne connaît pas de récits similaires de dirigeants politiques. Donc là, elle était vraiment touchée. Et pour le coup, elle a dit, ça me rappelle les camps. Alors, on va revenir en arrière dans les prisons. À cette époque-là, l'Algérie, c'est la France. Ce sont nos départements. Et donc, elle est envoyée par le garde des Sceaux de l'époque, avec qui elle a un lien un peu particulier, parce que Edmond Michelet, résistant, a été interné au camp de Dachau. Donc, elle est envoyée par Edmond Michelet faire une mission d'inspection des prisons en Algérie. Et alors là, vous produisez ce document qu'on a cherché partout. Quand je dis on, c'est quelques historiennes d'ailleurs, et moi-même, sans jamais le retrouver, qui était une sorte d'arlésienne, quoi, ce fameux rapport mythique sur les prisons, que vous montrez dans l'exposition et qui figure en partie dans le catalogue. Donc c'est Constance de Golemin qui l'a retrouvé, donc
Et c'était la lettre volée, elle l'a retrouvée dans des fonds qui étaient tout à fait accessibles. Oui, c'était les fonds des années et des années. Du secrétariat général au Voilà. gouvernement. Voilà. Parce que c'était un rapport rendu. Qu'il faut bien réfléchir au circuit administratif quand on cherche une pièce d'archive. C'est un rapport d'une 20aine de pages, d'avril 59. On sait qu'elle l'a tapé elle-même à la machine de peur des fuites, parce que l'OS est partout. Et donc, elle fait une inspection des prisons. Chaque jour, presque, elle va voir une des prisons algériennes. Alors, à son grand mécontentement, elle a été annoncée. Donc, elle suspecte assez souvent qu'on a arrangé la prison. Mais elle dit ce qu'elle voit, que parfois l'ambiance est mauvaise, que parfois il y a une détenue qui n'a plus ses jambes, qui est au milieu de la cour, personne ne lui change ses pansements. Et surtout, on a retrouvé dans d'autres dossiers qui ne sont pas les archives de Simone Veil, les instructions qu'elle envoie, les recommandations qu'elle envoie au ministre un mois après pour faire transférer des prisonnières vers la métropole et pour leur probablement, dans l'eau, sauver la vie à certaines. Je pense que elle s'intéresse particulièrement aux femmes et je pense que dans l'eau, il y a Djamila Boupacha. Oui, tout à fait. Et je la cite parce que ça montre aussi cette difficulté qu'on a de situer Simone Veil politiquement. C'est une femme de droite, de la droite libérale. Oui. Mais pour un certain nombre de choses, elle se lie d'amitié avec des gens de gauche. Et sur l'histoire de Djamila Boupacha, c'est l'amitié avec Gisèle Halimi qui date de cette période et qui va durer jusqu'au bout. Oui. Donc Djamila Boupacha avait été torturée. Et elle a eu la vie sauve grâce à ce transfert et puis à l'indépendance de l'Algérie après. Oui, on est content d'en parler dans l'expo parce que l'épisode est un peu moins connu. Emmanuel Macron l'avait un petit peu oublié dans son discours du Panthéon. Et il y a des journaux algériens qui en portent la trace. Enfin, il y a cette mémoire au sein du FLN qui avait cette magistrate qui a aidé certains d'entre eux. Et dans le livre de citations, je mets quelques citations sur le sujet où Simone Veil... très bien, reconnaît ce qu'elle a fait, etc. Mais vous retrouverez très rapidement une des citations. Ouais, elle dit « J'aurais fait pareil pour l'OS ». Oui. Donc, défense de l'humanité, de l'homme, quelle que soit sa condition. Et elle dit aussi, c'est là où il y a ça aussi chez Simone Veil, un grand pragmatisme. Elle dit « J'avais conscience qu'un jour, l'Algérie serait indépendante, ces gens seraient libérés. Donc, il fallait bien les traiter. Il ne fallait pas les traiter en parias et en terroristes. » Parce que on se serait créé des difficultés pour l'avenir, quoi. Ce que montre aussi cet épisode, c'est une caractéristique de cette femme politique qu'elle indexe d'ailleurs au fait qu'elle est une femme, qui est que ce qu'elle aime, c'est faire. Oui. Faire. Pas se montrer, pas être en représentation, mais faire. Vous avez retrouvé la citation ? Alors... Oui, alors, à propos du transfert des prisonniers, j'ai fait, donc ça elle dit ça en 87, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai simplement cherché à améliorer leur situation et j'aurais agi de la même manière pour n'importe qui, même pour les gens de l'OAS. Et c'est rigolo parce que Simone Veil, elle a tout pour être une égérie de gauche, quoi. Et puis de temps en temps, on voit que c'est autre chose, en fait. C'est ce personnage central, en fait. Et alors on le voit aussi... quand elle est ministre et qu'elle défend la loi de dépénalisation de l'avortement, alors elle a toujours insisté pour dire que cette loi qu'on appelle la loi Veil n'était pas la loi Veil, mais qu'en fait c'est une loi Giscard. Oui. Après, c'est un peu aussi de sa part une coquetterie de juriste. Pour elle, on doit donner le nom à des lois si les auteurs sont des parlementaires. Donc, étant ministre, elle ne se reconnaît pas la légitimité qu'on appelle ça une loi Veil. Et elle donne comme contre-exemple la loi Neuwirth. Oui, qui était parlementaire. Donc ça marche bien. Et dont elle dit toujours... Oui, donc la loi Neuwirth, il faut dire, donc c'est une loi qu'autorise la première qu'autorise la contraception. Et elle insiste dans chaque entretien jusqu'à la fin de sa vie pour dire c'est ça la loi qui offre une rupture... anthropologique parce qu'elle permet aux femmes de maîtriser leur fécondité. C'est ça la loi capitale,
Ma loi à moi, c'est qu'un aménagement secondaire. Alors, autre trouvaille de, bon Dieu, à Constance de Golmy, parce que c'est elle l'archiviste et c'est elle qui connaît son fond. Autre trouvaille, le brouillon du fameux discours qui a rendu Simone Veil célèbre, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, pour elle, il y a un avant et un après la défense de cette loi de dépénalisation de l'avortement. Alors, je me souviens très bien de la déception quand les archives ont été déposées. On ne trouvait rien sur cette loi, au point que certains peu charitables pensaient qu'elle n'avait pas écrit ce discours. Et puis, après son... Et il y a d'ailleurs eu un article dans l'Histoire qui disait il n'y a rien, ça apporte rien sur cette loi, les archives déposées aux archives nationales. Et puis, après son décès, qui est finalement très récent, 2017, elle est décédée il y a jamais que 4 années, l'appartement a été vidé, et là, un dernier lot de papiers, les archives ne sont jamais que des papiers qui étaient restés place Vauban, où habitait la famille Veil, ont été déposés aux archives. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Là, donc pour être exact, c'est Constance qui a trouvé le discours tapé qu'elle a lu à la tribune. Ouais. Très, très, très vraisemblablement, parce que sur ce discours, il y a les pauses, il y a des moments où il est indiqué qu'elle doit boire un verre d'eau. Mais c'est moi, donc ma petite fierté, qui ai trouvé le discours manuscrit. Donc c'est des petits documents, des petits A5 à l'écriture rouge, au bic rouge, une vingtaine de feuillets qu'on expose dans l'expo, un peu comme une relique, quoi. Où on voit cette écriture si reconnaissable de Simone Veil et une écriture le brouillon assez du petite, discours. très lisible, Oui. et tournée un peu vers la gauche. Oui, qu'elle garde toute sa sa vie. Ouais. Et si on compare, c'est quasiment une preuve scientifique, Ouais. quoi. Enfin, c'est une preuve scientifique. Si on compare le brouillon et le texte qu'on a lu, on voit que les deux textes sont très très proches. Donc elle est l'autrice de ce discours historique. Qui est un très beau discours. Alors on va dire deux mots fin, ouais. sur la nature de son féminisme. Et puis après il nous reste plus beaucoup de temps, on passera à Simone Veil, symbole, qui a incarné la Auschwitz pendant plusieurs dizaines d'années finalement. Alors, le féminisme de Simone Veil, comment vous le voyez ? Dans l'intro du catalogue, je parle de féminisme tranquille, pas au sens de léger ou de modéré, mais au sens de la force tranquille de Mitterrand. C'est-à-dire qu'elle a une certitude très profondément ancrée en elle sur l'égalité de dignité, etc., de conditions de l'homme et de la femme, et sur le fait que ça doit trouver à s'appliquer dans des droits concrets. Donc, c'est pas une philosophe, Simone Veil, avec le V. Contrairement à son presque homonyme. Voilà, donc elle est attachée au fait que les droits soient à leur practicalité. Et c'est là aussi, peut-être, c'est une femme conservatrice. Elle croit au travail. Donc elle croit à la famille. Elle croit à la famille, au travail. Mais elle croit profondément que c'est en mettant les femmes au travail, en les insérant dans des relations sociales quotidiennes qui sont celles des gens qui vont travailler, que l'égalité réelle va se bâtir. Et l'égalité en politique aussi. Oui. Et là, ce qui m'est apparu, bon, on le sait, mais je trouve que quand on fait des recherches, on le voit, c'est pas simplement que c'est une femme politique parmi d'autres, c'est qu'en fait, c'est la première. Elle crée le modèle de ce qu'est une femme politique, quoi. Et avec, par rapport au... Bon, la loi Veil, c'est 74-75. Mai 68 est passé par là aussi. Mais elle n'est pas du tout du côté du MLF. Et on voit très bien les divergences avec Françoise Giroud, qui aurait bien aimé défendre la loi, qui ne serait d'ailleurs peut-être pas passée si elle l'avait défendue. À aucun moment elle parle du rapport au corps des femmes. Pour elle, c'est vraiment la maîtrise de la fécondité seule.
Oui. sans l'autorisation du mari. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que c'est vrai que sur tout un tas de points, elle n'est pas dans les revendications féministes, le remboursement par la Sécu qu'elle prévoit pas, le délai de réflexion, etc. Ça, c'est peut-être de la tactique politique aussi. C'est en partie de la tactique. Et surtout, l'essentiel, c'est qu'elle tient bon sur le point important qui est que c'est la femme seule qui va décider. Et il n'y aura pas de conseil de famille, il n'y aura pas de conseil médical pour lui dire ce qu'elle doit faire ou, je ne sais pas, pour décider tous ensemble, etc. Dès le début, elle tient bon, c'est d'ailleurs ce que lui reproche Michel Debré dans sa réponse, en disant qu'elle est intransigeante. Elle tient bon sur ce point-là, qui est quand même le point central, et qui, même si ce n'est pas formulé en tant que tel, c'est quand même ça la maîtrise par les femmes de leur corps. C'est elle qui décide et personne d'autre. Alors, elle devient à ce moment-là une icône. C'est le début de Simone Veil, icône. Et vous notez bien dans votre préface au catalogue, vous reprenez la citation de Jean d'Ormesson et vous notez que c'est pas tout le monde, mais presque tout le monde qui l'aime. Alors quel est ce reste qui la déteste et qu'on voit d'ailleurs sur Internet encore aujourd'hui? Ce qui est frappant, c'est que quand la loi sur la dépénalisation de l'avortement est votée fin 1974, il y a beaucoup de manifestants devant l'Assemblée, etc. Mais on a connu ça récemment dans les lois sur les droits des homosexuels, etc. Ce qui est frappant, c'est que quand elle est reçue à l'Académie française en 2010, on pourrait se dire que là, la page est tournée, qu'elle est déjà rentrée dans l'histoire. Mais il y a à ce moment-là encore, sur l'autre rive de la Seine, des manifestants pour s'opposer à l'avorteuse. Donc c'est des cercles intégristes en fait. Et cela accompagné d'un déferlement d'antisémitisme. Oui. Alors ça va nous amener, c'est peut-être un biais pas très malin, à son rôle dans la mémoire. Alors d'abord, elle a toujours voulu évoquer la déportation, et c'est d'ailleurs une sorte de conflit qui n'a jamais été exposé comme un conflit avec sa sœur Denise, qui elle a été une grande résistante et qui a été honorée, reçue notamment par le général de Gaulle, à son retour de grande concentration, parce qu'elle a été déportée à Ravensbrück. Et elle a toujours dit, nous on voulait parler, on ne voulait pas nous écouter. Alors à partir de quel moment cette parole devient vraiment publique? Alors dans l'exposition, vous avez un petit enregistrement. On a un son de 1947, Ouais. très très tôt, 2 ans après le retour d'Auschwitz, où elle parle dans un colloque à la Sorbonne de son expérience. On a des images de 1960 où elle se rend à Auschwitz pour les 15 ans de la libération des camps. On a des lettres qu'elle envoie à Siemens, parce qu'elle vit en Allemagne dans les années 50, pour obtenir réparation, et même pour essayer d'obtenir d'aller visiter les usines en disant je suis une ancienne de la maison, ce qui est assez drôle. Enfin, ce qui est drôle, parce que là, elle fait preuve d'humour, alors que c'était pas sa marque principale. Oui. Et elle explique d'ailleurs son manque d'humour par les camps. Oui. Enfin, c'est un humour à froid quand même. Dire, Mais là, c'est un humour à maison. froid. Mais il y a quand même un zeste d'humour, là. Donc on a plein de traces comme ça qui montrent que elle s'est pas mise à parler de la déportation dans les années 70 quand elle devient célèbre. En revanche, c'est sûr qu'à partir du moment où elle a cette célébrité, je pense qu'elle a elle reçoit une forme de responsabilité morale de se faire la voix des disparus et des gens qui ont souffert. Je pense aussi que vous mettez des extraits de ce premier film qui avait été diffusé sur la Une à l'époque, c'était pas le TF1 d'aujourd'hui, et où elle raconte pour la première fois publiquement ce qu'a été la déportation et le décès de sa mère. Oui. C'est quelqu'un de pudique, Simone Veil. Je pense que c'est sa personnalité, puis c'est aussi l'époque. Et visiblement, elle prend sur elle pour parler, pour raconter sa mère, pour montrer son tatouage, etc. Donc ça, c'est le documentaire de 1976. Et puis 2 ans plus tard, au dossier de l'écran, Voilà. elle intervient devant 20 millions de Français. Et donc C'était le dossier de l'écran qui suivait la diffusion qui avait été très polémique du feuilleton américain Holocauste. Oui. Oui. Et donc,
elle a d'abord été connue, Simone Veil, pour la loi sur l'avortement pendant quelques années. Et puis avec ce tournant 76-78, ça devient aussi l'ancienne déportée qui parle au nom de ceux qui sont victimes. Et alors on trouve dans les archives des sacs entiers de réactions pour, contre, laudateurs, antisémites. Et puis aussi on trouve une forme de service public des questions juives, donc des gens qui lui écrivent pour savoir comment obtenir réparation, pour savoir où trouver telle administration par rapport à leur Elle a souffrance. gardé les doubles de ses réponses, ou pas? Pas beaucoup. On a plutôt les lettres de ces personnes. Et en 2000, quand après la mission Matteoli est créée la Fondation pour la mémoire de la Shoah, elle en est la première présidente. Et là, elle devient non seulement une figure française, mais une figure internationale. Oui, c'est très frappant. Elle est déjà âgée. Quelques années, elle va partout. En Russie, en URSS, en Israël, évidemment, dans beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale aussi. Et elle parle, et elle tient des discours qui sont... c'est rarement banal, quoi, Simone Veil. Par exemple, elle explique à cette époque-là que le devoir de mémoire, l'expression est malheureuse, parce que un devoir c'est rébarbatif, etc., et que la mémoire c'est beaucoup plus profond. Et c'est des choses qu'on n'entendait pas, qu'elle est une des premières à dire, quoi. Elle n'est pas d'un optimisme béat, ni sur la compréhension de ce qu'a été cette expérience, ni sur les effets de cette histoire dans ce qui est son présent à elle, enfin, qui est notre avenir. Oui. Moi, je pense, plus je la fréquente, j'allais dire, plus je vois quelqu'un de très pessimiste, au fond. Et donc, parfois, ça donne le sentiment qu'elle force un peu son optimisme parce que c'est un personnage public. C'est difficile de faire des discours pour dire tout va mal. Mais assez souvent, on sent qu'elle y croit pas, en fait, en l'humanité. Elle a vu le pire. Elle sait que le pire est possible. Elle est très lucide sur ce qui s'est passé en Bosnie ou au Rwanda. Donc, elle n'est pas du tout à dire il y a eu un seul génocide, ça ne se reproduira pas, etc. Donc, elle est profondément... pessimiste, même si elle est très attachée à la capacité individuelle de l'être humain à faire le bien. Alors, il nous reste 5 minutes et on a laissé de côté tout un pan tellement important qui est l'Europe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qu'il y a dans l'exposition sur l'Europe ? L'Europe lui tombe un peu dessus par hasard, j'ai envie de dire, pour casser un peu l'image de la grande européenne. L'avortement lui tombe aussi un peu par hasard. Hein. C'est pareil, c'est pas elle qui est à l'initiative. Oui, c'est la femme de la situation assez souvent. Ouais. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes aux fonctionnaires de qualité, etc. Et puis aussi, comme le dit son mari, elle a peur de rien. Ouais. Et parfois, dans la classe politique, ça fait la différence, où les hommes politiques peuvent avoir besoin de femmes qui n'ont peur de rien. Donc, elle est ministre depuis 6 ans sous Giscard, donc d'abord avec le Premier ministre Chirac, puis Raymond Barre. Et elle en a marre, parce que c'est très épuisant, le ministère des Affaires sociales, il y a beaucoup d'urgences à gérer. Elle n'aime pas beaucoup Raymond Barre. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tellement aimé Giscard non plus. Non, leurs relations personnelles n'ont pas été bonnes. Chaleureuses. Politiquement, ils sont sur la même ligne, mais personnellement, non. Et puis, elle aimait bien le giscardisme du début, assez modernisateur, assez flamboyant. Puis elle trouve que ça devient beaucoup trop conservateur. Et donc, elle cherche une porte de sortie, en fait. Et c'est sans doute le cabinet de Raymond Barre qui la convainc que la porte européenne... Elle aurait bien aimé être maire de Paris. Oui, il y a eu un malentendu... et sans doute un peu de mauvaise humeur de la part de Giscard ou un accès d'autorité. Et sa candidature, c'est pas faite. Et donc cette porte européenne qui s'est ouverte un peu par hasard devient importante en grande partie pour des raisons symboliques, parce que elle devient la première présidente élue du premier parlement élu au suffrage universel en 1979. Et elle a connu Auschwitz, et donc le symbole est très très fort de réconciliation, etc., même si le Parlement européen a peu de pouvoir à l'époque. Elle va faire le tour du monde en quelques années, et
mettre en avant des questions de droits de l'homme, de défense des dissidents soviétiques. Elle reste combien de temps présidente et combien de temps députée ? Alors, elle reste présidente que 2 ans et demi, c'est très court finalement, alors Ouais. qu'elle a beaucoup marqué la fonction pour très peu de temps. Elle aurait pu rester plus si elle avait été un peu plus politique au sens politicienne. Par contre, elle reste 14 ans au Parlement européen, donc elle a cette Et longue vous qui êtes présence. un grand spécialiste de ces questions, vous dites qu'elle a beaucoup aimé être députée européenne, que c'est une fonction qui lui a convenu. Oui, parce que pour une centriste comme elle, pas sectaire, le Parlement européen, c'est vraiment la terre où tout est possible, quoi. La terre promise. Donc, les gens de gauche et de droite peuvent s'entendre, faire des compromis sur un texte. Les libéraux, elle a présidé un moment le groupe des libéraux, ont une position de pivot. Et c'est leur alliance, tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite, qui peut faire la différence. Donc, ces jeux parlementaires très nord-européens, en fait, lui plaisaient bien. Même si, comme tous les hommes politiques français qui sont à Strasbourg et à Bruxelles, on peut souffrir quand même de l'éloignement des projecteurs. Donc elle revenait, elle était à des émissions, elle était à l'heure de vérité, donc elle restait dans l'actualité. Mais c'est quand même difficile pour ces dirigeants politiques d'avoir un travail politique effectif qui n'a pas d'écho dans l'espace public. Elle a une dirigeante politique singulière, parce qu'elle a très peu affronté l'électorat en dehors de l'Europe. Donc elle n'a pas eu de fonction élective, sinon... Oui, n'empêche qu'elle a mené 3 listes. Donc elle a pris son risque quand même électoral, avec différents bonheurs, oui. En 84, elle fait un score de près de 50%, énorme, qui est du jamais vu. En 89, elle fait 7-8%, donc là, c'est pas un bon score. Mais contrairement à l'image un peu de ces centristes comme Jacques Delors, qui n'aiment pas les électeurs, etc. Alors c'est vrai qu'elle courait pas les marchés, elle n'était pas très bonne en meeting, etc. Mais n'empêche qu'elle s'est présentée à 3 élections et qu'elle a pris son risque. Alors, merci Olivier Rosenberg. J'espère qu'on pourra voir l'exposition, parce que ce que nous dit pas ce magnifique catalogue, c'est toutes les vidéos, tous les sons qu'on pourrait voir dans l'exposition. Mais je vous conseille d'acheter le catalogue « Nous vous aimons Madame », Simone Veil, 1927-2017, chez Flammarion. Et puis, pour la modique somme de 3 €, le Librio, Simone Veil, Pensée libre, choisi et présenté par Olivier Rosenberg, chez Flammarion, comme le catalogue. Donc merci, et puis à bientôt. Je suppose que RCJ vous réinvitera pour parler de l'exposition quand elle ouvrira. Merci.